Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Du coup, on va vous présenter notre passion, David et moi-même. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment on arrive à faire des photos d'orage, parce que c'est vrai que souvent les gens se demandent comment ça fonctionne. Donc on va vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser évidemment. Et puis voilà. Donc du coup, c'est du matériel type réflexe, c'est des appareils photo numériques classiques que vous pouvez trouver dans le marché, entre guillemets. On en est équipés tous les deux de chacun à peu près. Et donc ils sont équipés de quoi? Oui, bon, j'en ai un peu plus, mais voilà. Et donc ils sont équipés d'une cellule de déclenchement pour la journée. Donc en fait, cette cellule de déclenchement va permettre de détecter le début de l'éclair en fait. Et au moment où l'éclair va sortir du nuage, elle va lancer en fait une rafale au niveau de l'appareil photo. Donc pour faire court, là, alors juste je le règle, pardon. Donc prenez en considération que mon doigt du coup, enfin ma main du coup, est le traceur. Donc du coup le petit impact, des fois en fait vous voyez vraiment l'impact de foudre, au tout début vous voyez un petit traceur qui sort. Lui va détecter en fait ce moment que ce traceur sort avant que l'impact tombe pour lancer une rafale d'images afin de capturer la photo. Donc du coup, forcément là ça ne marchera pas, ça doit tomber. Voilà. Donc là du coup, c'est comme si en fait il y avait eu un petit traceur qui était sorti et lui en fait il envoie une rafale d'images. Et il va détecter en fait automatiquement l'éclair, et logiquement quand l'éclair va tomber, sur une des rafales vous allez avoir l'éclair qui va être imprimé sur la photo, un peu comme du coup derrière sur cette image là. Est-ce que tout le monde a plus ou moins compris? Ou est-ce que... Désolé pour l'explication, c'est un peu anarchique, mais... Et c'est quel ISO, c'est quelle vitesse? Alors effectivement au niveau des réglages, c'est des réglages un peu particuliers, donc je ne sais pas si vous êtes du monde de la photo ici ou pas du tout, c'est des gens qui connaissent un petit peu. 2 jours, c'est une vitesse d'obturation qui est compris entre 1/10 et 1/30 de seconde pour avoir les réglages optimaux. De nuit, après, c'est de la pause longue. Donc, du coup, vous allez avoir une pause par exemple de 5 secondes, et pendant 5 secondes, en fait, le capteur va imprimer ce qui se passe sur l'image. Donc, par exemple, pendant 5 secondes, si vous avez un phare de voiture qui passe, ça va vous faire en fait un trait avec un phare qui va passer. C'est la même chose pour l'impact de foudre. L'impact de foudre, quand il va tomber, il va se dessiner sur le capteur et s'écrire du coup sur la photo. Voilà. Après, en termes de réglage, il ne faut pas trop surexposer l'image, parce que du coup, forcément, après, c'est une photo qui est cramée, on va dire, donc une photo blanche. C'est le plus compliqué, en fait, dans ce type de photo, c'est d'avoir une photo bien exposée. C'est très compliqué, en fait, la journée, d'avoir une photo bien exposée. Voilà. Donc, ça paraît simple, mais hormis l'aspect photo, après, il y a l'aspect placement. Donc, du coup, se placer au niveau de l'orage et compagnie, c'est assez compliqué. Donc on a des modèles météo qui nous permettent à l'avance de savoir où on va se placer, etc. etc. Et voilà, c'est fait maintenant 7 ans que je fais de la photo d'orage. Je crois que c'est une dizaine d'années pour mon collègue à côté aussi. Donc voilà, c'est une passion qui nous prend énormément de temps, d'argent aussi, et c'est une belle passion tout de même si ma femme ici présente en a un peu marre des fois. Mais bon voilà, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit et qui a été déclenchée d'ailleurs par les inondations de 2002. J'avais 5 ans à cet âge-là, et donc je suis assez jeune, j'ai 25 ans. Et en fait, c'est en sortant de chez moi, il y a un impact, enfin en sortant de ma maison dans la véranda, en fait, il y a un impact de foudre qui est tombé à une cinquantaine de mètres de moi. Et avec en fait toute l'eau qui passait devant, ça m'a déclenché une certaine fascination pour ce phénomène-là, et j'ai eu envie de l'immortaliser grâce à l'appareil photo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Dites-moi. C'est ton bouquin. C'est mon bouquin, en effet. Le 22 juillet 2020. Voilà, alors évitez un temps d'orage. Alors là, c'est une photo qui a été faite de jour, sur les coups de 20 heures, je crois, à peu près. Donc c'est pour ça que les lumières étaient assez sympathiques, avec un petit peu de violet et de orangé. Voilà, c'était un orage d'été classique, pas de méditerranéen océanol, mais qui nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à voir la foudre aussi proche. Là, il faut savoir que l'impact tombe à 800 mètres de notre position. 800 mètres au sommet d'une montagne qui fait 600 mètres, ça fait bizarre. On a eu peur, je pense, parce que je pense que là, pour le coup, on a eu peur. J'ai l'habitude d'avoir des impacts proches. Encore ce week-end, j'ai eu un impact à 30 mètres de la voiture. J'ai l'habitude. Mais quand on n'est pas en sécurité comme mon bouquet, j'avoue que c'est assez flippant, entre guillemets. Et voilà, c'est le risque de la passion, on le sait, on en est conscient. Après, bon, se faire foudroyer, c'est, on va dire, rare.
mais le risque est tout de même là. Je vais laisser mon collègue se présenter aussi. Bonjour à tous, moi c'est David. Je suis chasseur d'orage aussi, avec Gwen le plus souvent. Voilà, après, on enchaîne sur la photo. Oui, allez-y, on va enchaîner sur les photos. Donc avant d'enchaîner sur les photos, on va peut-être vous expliquer comment se forme un orage. Parce que bon, c'est bien de faire les photos, mais il faut savoir comment se forme un orage du coup. Donc du coup, même moi personnellement, je sais comment se forme un orage, mais pour l'expliquer c'est tout de même assez compliqué, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Loïc qui est au fond, vous l'aurait peut-être mieux expliqué. Non? Tu me laisses gérer? D'accord. Donc voilà, donc après il y a plusieurs types d'orages, il y a les orages isolés, les orages du type cévenol, méditerranéen, qui sont encore différents des orages isolés comme trois quarts des photos qu'on va vous présenter ici. Pour faire recours, un orage en fait ça se déclenche entre un conflit de masse d'air. Donc vous allez avoir une masse d'air chaude, une masse d'air froide qui va rentrer en conflit. Et un orage va naître. C'est très explicité, on va dire très vulgarisé ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, après, pour avoir de la foudre, il faut avoir un nuage d'orage qu'on appelle le cumulonimbus, donc qui est le plus gros nuage que vous voyez. Il y en a eu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça au niveau du Mont Ventoux. Beaucoup de gardons ont pu le voir, en fait c'était un immense nuage. Et si vous l'avez vu, du coup, voilà, c'est un nuage d'orage qu'on voit très souvent en été ou même sur les épisodes méditerranéens ou cévenol. Sur les épisodes méditerranéens et cévenol, souvent on ne le voit pas parce qu'on est tout simplement dessous. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais c'est le plus gros nuage d'orage qui existe. Et surtout le plus dévastateur, parce que celui-ci du coup va former beaucoup de grêle, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et du coup parfois des tornades ou des rafales descendantes. Nous les tornades ici c'est quand même assez rare, mais on a beaucoup par contre de rafales descendantes. Comme vous avez pu en avoir, je crois, l'année dernière, en juin 2021, surtout l'année dernière, je crois en juin 2021, quand il y a eu les toits je crois que c'était au Cévennes, qu'il y a eu un toit d'immeuble qui s'est envolé. Il y a eu une rafale descendante, du coup, de plus de 100 km/h, qui a arraché des arbres et qui a enlevé pas mal de toits. Voilà, donc c'est le plus dangereux. 20 juin, je crois que c'était le 20 juin exact, ou le 21, quelque chose par là. Donc voilà. On va passer sur le reste. Sur ce diaporama, on va vous présenter plusieurs types de photos, parce que du coup, il y a plusieurs types de photos. En fait, vous allez avoir de la photo positive, négative, intra-nuageuse, comme des fois vous avez pu voir sur l'épisode méditerranéen qu'il y a eu ces derniers jours. Peut-être que vous avez vu, en fait, au loin, les nuages s'éclairaient. Je ne sais pas si certains ont pu voir ça, voilà, de loin. Donc c'était quasiment que de la photo intra-nuageuse. En fait, c'est un bouillonnement d'un orage. Donc c'est avoir une polarité négative et positive, en fait, qui rentre en conflit. Et du coup, qui fabrique cette foudre, entre guillemets, et ce bouillonnement. Donc du coup, voilà, vous avez plusieurs types d'éclairs. Le plus répandu, c'est l'éclair intra-nuageux. Donc en fait, vous le voyez, vous l'entendez, mais il ne tombera pas au sol, il va rester uniquement en l'air. C'est le moins dangereux, entre guillemets, sauf pour tout ce qui est avion, etc. Vous avez après du coup le nuage sol ascendant, donc du coup c'est un impact qui monte du sol jusqu'au nuage et non l'inverse. Donc c'est dommage parce que mon collègue en a eu un ces derniers jours, mais il n'y a pas la photo encore. Parce qu'il n'y a pas de côté. Et après, du coup, vous avez le nuage sol descendant, donc du coup, le plus commun, celui que vous voyez tomber du ciel jusqu'au sol. Voilà. Après, du coup, dans ces types d'éclairage, il y a deux types d'éclairage. Il y a le positif et le négatif. Le négatif, suivant, vous le voyez avec une forme un peu caractéristique qui tombe en fait avec des espèces de branches. Donc un petit peu comme celui qu'on avait juste avant, ça fait en fait des branches. Celui-là est le moins violent de tous. Le plus violent, c'est l'éclair positif. Vous l'entendez souvent ici dans la région parce que du coup c'est un impact de foudre qui est très caverneux. Quand il y a des épisodes méditerranéens et cévenol, surtout vous l'entendez au loin, ça résonne pendant des secondes et des secondes en fait. Celui-là est le plus dangereux et le plus dévastateur. Il peut brûler une maison, il peut détruire des arbres, c'est vraiment un impact que nous on fuit littéralement parce que c'est très dangereux. On n'en a pas eu des masses en photo cette année, j'en ai eu un seul que je vous montrerai après. Mais voilà, c'est un impact de foudre qui littéralement éblouit quand on le voit parce que c'est d'une violence inouïe. C'est un impact qui tournait, je crois, aux alentours de 140 kA. Bon, je ne peux pas vous donner une idée, mais un impact de foudre classique, c'est aux alentours de 30 kA. Voilà. Et donc les plus gros montent à 500-600 kA. Et là, littéralement, c'est le bruit d'un coup de fusil quand on est à côté. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair pour le type d'éclair ? Je sais. Donc voilà, après ce type d'orage là, on en a rarement ici, c'est du coup le fameux
la fameuse supercellule qu'on appelle. Je pense que dans les journaux, on en a parlé énormément ces derniers mois, de supercellules un petit peu partout en France, dévastatrices à cause de la grêle, des tornades et compagnie, bien qu'on n'a pas eu trop de tornades, je crois, cette année, on a eu 2-3. On a eu énormément de supercellules, dont une qui s'est déclarée à Arles il y a 2-3 jours, je crois, pardon, qui a d'ailleurs failli finir en tornade. On est passé tout près de la tornade et des collègues ont pu immortaliser le moment, c'était assez impressionnant. Donc voilà, donc une tornade, c'est, on va dire, au centre entre guillemets, de l'orage. Vous allez avoir un air chaud d'un côté. Nous, en termes de placement par exemple, pour du coup, voir cette tornade, voir vraiment l'orage dans son ensemble, on se met souvent dans l'air chaud. En fait, c'est là où, si vous voulez, l'orage avance vers l'air chaud, et nous, du coup, nous sommes là, nous le voyons avancer vers nous, pour situer à peu près le placement où on se place. Une supercellule se forme du coup avec des vents ascendants, un jet, du coup, donc le jet c'est le vent qui est au sommet du coup de l'atmosphère, entre guillemets. S'il y a un jet violent et deux vents du coup de sol, donc un air froid, du coup un air chaud, un vent du coup qui va rentrer dans l'orage et un vent qui va en sortir du coup en fait. Et cet orage va se mettre à tourner. Je suis désolé pour l'explication, c'est un petit peu la fouille entre guillemets, je ne sais pas comment vraiment l'expliquer à tout le monde, c'est assez compliqué. Voilà, mais pour faire quoi, il faut vraiment un air très chaud et un air frais du coup, qui va vraiment se mettre à tourner en rotation, avec un jet, donc du coup un vent d'altitude. Ce vent du coup d'altitude va se mettre en rotation, enfin le vent d'altitude du coup en haut va rester, et les deux vents du sol en fait vont se mettre en rotation, permettant à suite du coup d'avoir une forme tourbillonnaire et de potentiellement créer une tornade ou un nuage mûr comme on l'appelle du coup, et ce nuage mûr, des fois vous le voyez certainement, le nuage tourne un petit peu sur lui-même, vous voyez un petit peu une petite rotation. Et du coup c'est à ce niveau-là qu'il peut potentiellement y avoir une tornade. Voilà. Désolé pour l'explication, c'est un peu brouillon, mais j'espère que tout le monde a à peu près compris la chose. Voilà, donc ça, justement, c'est une supercellule. Donc vous voyez littéralement la caractéristique de l'orage avec la soucoupe du coup. Donc on voit bien la rotation de l'orage qu'il y a dedans. C'était à Desans, donc c'est pas très loin d'ici. C'est une des rares qu'on a eu dans la région l'année dernière. Et celle-ci du coup a été quand même assez destructive parce qu'il y a eu des grêlons de plus de 5 cm par endroit. Donc les cultures, les vignes et tout ça ont quand même bien morflé. Voilà, donc c'est un des orages les plus esthétiques que j'ai pu voir dans la région. Nous, souvent ici, c'est des orages, on va dire, pas très organisés, ou du moins, enfin, je parle en photo évidemment, ou du moins pas trop d'honneur de foudre, en air sec, comme vous pouvez voir sur les photos après. Mais voilà, donc ça, c'est le plus gros risque qu'on puisse avoir sur un orage, c'est vraiment ce type d'orage-là, en fait, qui ne prévient pas, entre guillemets, qui arrive au dernier moment, entre guillemets, et qui peut produire énormément de grêle, de tornades, et surtout de rafales de vent supérieures à 100 km/h. Donc on se dit 100 km/h, c'est énorme en fait, 100 km/h, ça peut littéralement détruire des arbres et des habitations. Voilà, enfin des habitations détruites, je dis. Voilà. Donc ça c'était en Italie parce que du coup je fais de la photo très souvent en France mais aussi à l'étranger, donc j'essaie d'aller en Italie, en Espagne et l'année prochaine normalement aux États-Unis. Donc là du coup vous avez du coup pareil une supercellule avec du coup un abaissement qui est bien visible à ce niveau-là. Donc du coup ce qu'il faut savoir, c'est que tout le nuage tournait sur lui-même. Et on était à deux doigts en fait d'avoir une tornade qui se posait à ce niveau-là. Elle ne s'est pas produite. On n'a pas eu d'écho comme quoi il y a eu de dégâts au sol ou de phénomènes tourbillonnaires recensés. Mais tout de même, voilà quoi. L'Italie en ce moment d'ailleurs est propice aux orages et aux trompes marines. Et c'est un des pays du coup d'Europe avec le plus d'orages à type supercellulaire avec des tornades. Donc c'est pour ça souvent que je vais là-bas pour essayer d'immortaliser du coup ça. Bon, bien que ce soit pas facile malheureusement. Ça, du coup, c'est un impact de foot qu'on a fait il y a 3 semaines, je crois, si je ne dis pas de bêtises, vers le 15 août, je crois, au niveau des rizières de Arles. Voilà, donc c'est pareil, c'est sous une supercellule, donc encore un orage violent, du coup. Et mon collègue faisait la sieste, littéralement, quand je l'ai déposé là-dessus, donc je l'ai un peu réveillé. Et voilà, donc du coup, on a pu immortaliser la foudre dans ce qu'on préfère, entre guillemets, de la foudre proche avec de belles ramifications. C'était là l'impact tombait à peu près 1 km. Donc c'est pour vous dire voilà, la violence de l'impact. Et ça paraît proche, mais en fait c'est quand même assez éloigné. Voilà. Ça du coup c'est un impact positif. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas ces petites branches que vous pouvez voir sur l'impact d'avant. C'est vraiment un impact qui tombe sous un énorme filet en fait. Et c'est celui-là qui est le plus dangereux. Il est tombé du coup autour de 140 kA. Et quand il est tombé littéralement, il a fait une onde de choc qui a duré pendant je crois au moins 30 secondes. De résonance en fait sur toute la vallée d'Ardèche, c'était au niveau de sur le nord de Bonnard.
je sais plus combien de kilomètres, mais il y a eu des reports de la part d'habitants et compagnie sur les pourtours qui disaient qu'ils avaient littéralement eu des vitres qui avaient vibré, quoi, voilà. Donc c'est des impacts qui sont quand même assez rares, c'est les plus rares entre guillemets. Après il y a le Super Bowl qui est l'impact le plus puissant, mais là c'est encore un autre niveau. J'en ai jamais vu, ni pris en photo, entendu oui. Je sais pas. Donc voilà. Ça du coup toujours pareil, je vais laisser mon collègue qui m'expliquer ses photos aussi. Bon, sinon, donc toujours pareil depuis le Mont Bouquet, donc vous posiez tout à l'heure. C'est un spot qu'on apprécie énormément parce que du coup, il y a une visibilité en fait quasi à 360 degrés sur tout le nord du Gard, entre guillemets. On essaie de moins y aller avec mon collègue parce que je pense qu'on a fait à peu près trop de clichés là-haut. On y est allé et c'est toujours plus ou moins les mêmes clichés sur avoir une vue dégagée et compagnie, on essaie d'avoir une composition différente à chaque cliché. Mais c'est vrai que c'est un bon spot pour observer où les orages vont se former, où ils vont se développer et quel axe ils vont prendre afin d'après bouger sur l'orage. Donc voilà, donc là c'est un triple impact ramifié qui tombe. Je crois sur c'était côté de 800, si je dis pas de bêtises. Je crois. Dans le secteur de 800, voilà. Donc c'était sur une fin d'été pareil, donc un orage d'été. Voilà, donc le même soir que la première photo que j'ai fait, l'impact ramifié à 800 mètres. Voilà, c'était une soirée très très orageuse. Ça du coup c'est pareil, c'était à Lézan du coup, donc la première photo que vous avez vue, l'espèce de super cellule que je vous ai dit, en fait c'était dessous. Donc une fois que l'orage nous est passé dessus, en fait il y a eu un déluge littéralement de foudre. Et là on a eu un impact assez proche, là il est autour de 700 mètres à peu près. Donc c'était en plus avec une ambiance sublime parce que c'était au coucher du soleil, donc le soleil en fait, venait raser dessous le nuage. Et là franchement on a eu des couleurs assez sublimes et assez rares, il faut le dire. C'est pas le genre de couleur qu'on a l'habitude d'avoir sur les photos d'orage. Donc c'était quand même assez plaisant d'avoir ce type de couleur. Là, pour ceux qui connaissent certainement la plaine de la Crau, donc au niveau du secteur de Martigues, Fos-sur-Mer, tout ça là-bas, c'est un secteur qui se fait extrêmement foudroyer en France. Et du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à nouveau il y a 3 semaines à peu près. On y est allé suite à une fin d'épisode méditerranéen, si je ne dis pas de bêtises. Loïc, tu confirmes? C'était une fin d'épisode méditerranéen il y a 3 semaines. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc une fin d'épisode méditerranéen qui est venu balayer littéralement le sud-est de la France. Et donc on s'était placé au niveau de la plaine de la Crau pour voir en fait la ligne arriver. Sauf que ça a pris des proportions complètement démesurées en fait avec des impacts de foot quasiment toutes les 2 secondes. C'est assez rare. Et on a eu littéralement un déluge de foudre comme rarement j'ai pu en voir. Et j'avoue que d'habitude on fait les malins, mais là on faisait pas les malins. On a eu un petit peu peur par moment. Les impacts qui sont tombés très proches de la voiture, c'était assez impressionnant. Voilà. Donc ça c'était juste avant, c'était au niveau du Gros du Roi, Port Carac précisément. Et du coup alors, c'est dommage parce que le projecteur on ne voit pas forcément. Mais en fait l'image que vous avez vue juste avant, on a l'orage de derrière qui commence à se dessiner en fait et qui progressait direction déjà Fos-sur-Mer. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit justement il y a l'orage qui est vraiment derrière parce qu'il y a plusieurs orages en fait. Et j'ai su lui qui va nous intéresser pour faire vraiment de la photo de foudre et de structure. Il faut bouger. Donc on avait fait bouger parce que j'ai vu la photo avant, c'était quand même plus sympa. Voilà. Ça c'est un impact que j'ai fait en Italie qui est tombé à 300 mètres de ma position sur un arbre. Là pour le coup, celui-là il nous a vraiment surpris parce qu'en fait tout tombé, on va dire sur les alentours de 10-15 km, on attendait vraiment que l'orage lâche un impact proche. Et je me rappelle avoir le discours d'un collègue qui hurlait et qui disait j'espère que cet arbre là-bas va prendre un impact de foudre. Et 10 secondes après, en fait c'est pas lui mais c'est son collègue de derrière qui a pris. Et quand on a vu la photo sur l'écran de l'appareil photo, on a halluciné parce qu'en fait c'est très très compliqué d'arriver à faire de l'image d'impact proche et de cette qualité-là en plus. Donc plutôt fier de ce cliché, j'avoue. C'est pas le genre de cliché qu'on voit tous les jours dans notre communauté à nous. Et j'avoue que celui-là, autant il n'est pas non plus très très beau parce que du coup vous n'avez pas un décor on va dire sublime comme on va dire la mer ou quoi que ce soit. Autant sur la violence de l'impact, j'apprécie vraiment ce cliché. Voilà. Toujours pareil, depuis le Mont Bouquet. Voilà, c'était pour la petite histoire, si je dis pas de bêtises, c'était à la suite de l'incendie. C'était quand tu as revenu l'incendie, je crois. Parce qu'en fait, on est photographe du coup d'orage, on aime beaucoup d'événements climatologiques. Mais cette année, malheureusement, il y a eu, comme vous le savez, énormément d'incendies. Et pour vous dire, et c'est quelque chose qui est assez grave, j'allais dire, on a plus fait de photos d'incendie que d'orage. Et ça nous a quand même marqué parce que normalement, on fait plus de photos d'orage que d'incendie. Mais là, on avait quasiment un incendie toutes les semaines, on faisait des photos d'incendie, c'était terrible.
Et oui, c'est effectivement ce qui est très dans ces orages-là, en fait, de soir et de nuit, du coup, c'est qu'ils sont, on va dire, apporteurs de beaucoup de foudre. Et ils ont foutu le feu juste au-dessus de ces de gaz, je crois qu'il y a une quinzaine d'hectares qui ont brûlé, un truc comme ça, suite à la foudre. Donc voilà, cette année, la sécheresse, malheureusement, c'est vrai qu'on était content quand on voyait des orages, mais d'un côté, on s'est dit j'espère qu'il va quand même pleuvoir et qu'il n'y aura pas que de la foudre, parce que on va se retrouver de nouveau avec un incendie, quoi. Et on est bien fait. Voilà. Pour ceux qui connaissent la centrale EDF de Martigues, peut-être, donc c'est pareil, c'est dans la Côte d'Azur à Marseille, tout ça. Ça faisait 5 ans que je rêvais d'avoir un impact de foudre sur les cheminées. J'ai toujours pas. Mais j'ai réussi à l'avoir juste à côté, c'était le 3 octobre 2021, si je dis pas de bêtises, donc l'année dernière. Donc c'est un impact qui nous a surpris parce qu'en fait l'orage était bien, il était à 15 km de là. Et c'est les impacts les plus dangereux, entre guillemets, celui que nous on a le plus peur, c'est l'impact extra-nuageux. C'est-à-dire que vous allez avoir l'orage qui va se balader. Et en fait, par moment, il va y avoir un impact qui va sortir de l'orage, qui va venir en fait se jeter à 15, 20, voire même 50 km de l'orage. Et vous pouvez être dans votre jardin en train de jardiner, l'orage est tombé sur le ciel et vous pouvez prendre un impact de foudre à même pas 1 km de votre position. Et ça, c'est vraiment le plus dangereux, entre guillemets, c'est ce qu'on craint le plus, nous, en tant que chasseurs d'orage. Parce que là, par exemple, pour la petite anecdote, j'étais en train de faire le réglage de mon second boîtier photo sur la plage quand il est tombé. Donc je vous avoue qu'on a été assez surpris tous les deux. Oui. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Vous avez l'impact qui tombe devant, je crois estimé d'après, parce que la centrale nous a, on est allé visiter la centrale d'après, c'était 500 mètres, je crois, 600 mètres de notre position. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un deuxième impact de foudre qui est tombé en même temps à 200 mètres de notre position derrière nous, en fait. Donc là, c'est impressionnant, mais je pense que celui derrière était encore plus impressionnant, quoi. Voilà. On aime bien essayer de faire des compositions. Alors nous, moi personnellement, j'avoue que j'aimerais bien avoir une éolienne foudroyée parce que c'est... Enfin, je l'ai eu, mais la photo est floue. C'est des photos assez impressionnantes parce que du coup, on voit vraiment en fait, l'arc électrique sur l'éolienne. Donc ça, c'est impressionnant. Là, l'orage était, je crois, une quarantaine de kilomètres encore, à peu près. Donc on s'était mis dessous. Alors, certains vont me dire, vous êtes fous. Mais en fait, si jamais l'impact vient tomber, il va tomber sur l'éolienne, théoriquement, et non sur nous. Donc on a plus de chance, entre guillemets, d'être foudroyé étant plus une éolienne que sous l'éolienne. Après, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Là, voilà, on voulait vraiment avoir une compo avec une éolienne et la foudre au loin. Une fois que l'orage est approché, évidemment, nous sommes partis, nous avons laissé l'éolienne où elle était. On n'est pas non plus fou, on a pu mourir. Mais voilà, si un impact vient tomber, vous avez plus de chance de l'avoir sur l'éolienne que sur vous. Ça, du coup, c'était en Italie, pareil. Donc, vous avez du coup l'orage qui est là, qui remonte de la mer, en fait. L'Italie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le golfe de Gênes. C'est un petit peu comme nous, les Cévennes. Vous allez avoir du coup la mer Méditerranée, mais très très proche en fait des contreforts. Il faut savoir qu'en fait l'orage se forme en mer, et même pas à 5-6 km d'ici, vous avez des sommets qui sont à plus de 1200 mètres d'altitude en fait. Ces orages du coup viennent bloquer sur les contreforts, se forment et s'étendent en fait en direction de la mer. Très souvent, du coup, vous avez des vents propices à former des trompes marines ou des tornades. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite trompe marine qui est juste sous l'orage en fait. Et du coup, c'était un des orages les plus esthétiques que des chasseurs d'orage qui sont depuis 20 ans en Italie ont pu voir. Donc, quand tu arrives ce jour-là, ça c'était assez exceptionnel. Vous le verrez après, j'ai fait une petite vidéo time-lapse pour vous montrer en fait le bouillonnement et le déplacement. Ça, du coup, après, c'était pareil, c'était la plaine de la Croix, du coup, le même épisode. Parce qu'en fait, cette année, on a littéralement eu des orages, on a eu pas des vrais orages, nous, dans notre région, mais par contre des orages très esthétiques, très pour faire des photos. Peu dévastateurs, mais il faut dire ce qu'il y a. Dans notre région, on a quand même eu de la chance comparé à la région Rhône-Alpes où ils ont mangé des grêlons de 6-7 cm voire plus par endroit. Et là, c'était un peu plus dévastateur. Mais nous, on a eu plutôt des orages esthétiques, avec beaucoup de foudre, mais peu de dégâts. Pour l'instant, on espère que ça va rester comme ça, malgré la chaleur de la mer qui est assez impressionnante. Alors, je suis désolé pour cette image parce que malheureusement, je ne suis pas arrivé à faire ressentir vraiment la trombe, mais du coup, je reviens d'un voyage avec un collègue en Italie depuis 2 semaines que je suis rentré. Et on a pu immortaliser une trompe marine sous un orage. Malheureusement, il n'y a pas eu la foudre avec pour pouvoir éclairer le phénomène. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez commun et assez courant en Italie, qu'on a très souvent ici au niveau du Gros du Roi de Palavas. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une trompe marine il y a quelques jours de ça au Gros du Roi. Voilà, et potentiellement une tornade aussi au niveau de Fontanès, Narga. Voilà, après on a pas eu plus de revois et tout ça. Voilà, les trompes marines, c'est des phénomènes qui sont assez récurrents.
ce n'est pas forcément dangereux. Le seul point que vous pouvez avoir votre marine, c'est si jamais réellement elle vient assez chaud sur les terres. C'est là que forcément ça devient une tornade, et selon les vents qu'il y a, il peut y avoir des dégâts, des toitures découpées ou des arbres rasés, et évidemment, malheureusement, des fois, des gens blessés. Ça, du coup, c'était un impact de foudre au niveau de l'aisant. Donc, pareil, donc là, vous voyez bien, pour le coup, les ramifications dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, chaque ramification va chercher à atteindre le sol. Il y en a une seule dans le lot, ou deux, qui vont réellement rejoindre le sol. Là, du coup, vous avez toutes ces ramifications, en fait, et c'est le canal principal qui est venu taper le sol, et non l'une des ramifications sur le côté. Voilà, donc c'est des impacts de foudre que nous on cherche pour faire de la photo, en fait, parce que c'est le plus esthétique, c'est celui qui a le plus de côté le plus photogénique, mais qui malheureusement ne peut forcément l'impact au tout ça. Donc ça, à nouveau, pareil en Italie. Donc là, vous avez littéralement une super cellule devant vous, donc comme je vous disais, l'orage le plus dévastateur. Donc c'est celui qui aurait pu faire par exemple une tornade. Parce qu'en fait, vous voyez bien en fait, cette espèce de voûte avec la soucoupe. Donc nous, on était dans l'air chaud, du coup, donc l'orage alimentait de l'air chaud et progressait vers vous. Et tout ce que vous avez derrière, du coup, vous avez le rideau de précipitation avec des grêlons qui tournent autour de 10 cm par endroit. Donc je vous garantis, les grêlons 10 cm sur la voiture, c'est dévastateur, sur les maisons et compagnie. Donc nous, en fait, ce genre d'orage-là, on le prend en photo, mais on le fuit très rapidement. Quand on doit arriver, on part très très rapidement. Parce qu'on peut littéralement laisser la voiture, on va mettre notre vie dessus. Si jamais on prend un grêlon 10 cm sur la tête, je vous laisse imaginer des dégâts. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a une petite fille qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, en Espagne à cause des grêlons destructeurs. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère quand vous voyez de la grêle, faites vraiment attention. 3-4 cm c'est pas forcément dangereux, mais si jamais vous avez 8-9 cm c'est très dangereux. Faites attention vraiment à la grêle. Voilà. Ça c'était au niveau du village de Létignan, donc le château d'eau qui est juste à côté, qui a fait être foudroyé. C'est David qui a fait la photo il y a quelques semaines aussi, je crois. Il y a 3 semaines, voilà. Donc au niveau de Létignan, suite à un épisode méditerranéen qui a balayé la région. Donc très pauvre en foudre, jusqu'au moment où il est arrivé au niveau de Létignan, on avait une véritable pluie de foudre. J'avais fait d'ailleurs un petit live Facebook expliquant aux gens qu'est-ce qui se passait compagnie, voilà l'orage, tout ça. Et une femme en rigolant m'a dit soyez prudents. J'ai répondu oui, mais vous inquiétez pas, la prudence, en fait, à un moment de dire prudence, il y a un impact de foudre qui est tombé littéralement à 10 mètres de la voiture. Voilà, donc c'était assez drôle sur le live Facebook, mais bon, c'était. Oui, voilà, les zéros n'existent pas, malheureusement, il peut nous arriver quelque chose. Ça ensuite, voilà, c'est le type d'éclair que je recherche le plus, c'est l'éclair extra nuageux. Donc du coup, celui-là va sortir vraiment de l'enclume du cumulonimbus, donc qui est au sommet, et il va venir s'échouer sur la mer ou sur les terres. Ici, c'est le type d'impact qu'on a le moins en fait, parce que du coup, c'est une question de polarité si vous voulez en fait. Donc du coup, si la mer est chargée en ion négatif ou positif et que l'orage est chargé inversement, c'est là qu'en fait, il va chercher en fait à tomber à l'endroit où il y a l'ion positif ou négatif. Sur les terres, on en a moins que sur la mer. Moi, du coup, c'est ce que j'ai pu remarquer surtout. C'est le type d'impact qui est très souvent visible sur la Côte d'Azur, moins chez nous malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de kilomètres d'efforts pour avoir ce type de photo dans le boîtier. Donc voilà, c'est celui que je préfère parce que c'est plus esthétique. On voit vraiment l'ensemble de l'impact de foudre avec la structure qui est éclairée derrière. Ça, du coup, pour ceux qui connaissent peut-être la tour carbonière, au niveau de. Ça appartient à comment, ça, si je dis pas de bêtises? C'est nos rendez-vous, excusez-moi. Donc voilà, donc la tour carbonière, c'est un objectif qu'on a aussi en photo, c'est de la faire foudroyer. On n'y arrive pas non plus. on a déjà vu se faire foudroyer, mais on l'a pas en photo. Donc voilà, c'est un spot photo qui est assez sympathique avec une jolie composition. Donc on essaie d'avoir en photo depuis pas mal d'années déjà, mais ça ensuite, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un Mercus. Donc c'est un nuage d'orage en fait qui progresse très très vite avec à l'intérieur énormément de précipitations, de grêle, mais surtout en fait de vent. Ça c'était un orage qui est passé en 2016, qui a balayé littéralement toute la région du Languedoc de Roussillon et qui est venu s'échouer, je crois, en Lozère et puis sur le côté d'Avignon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, mais Mercus finit tout au fond de la photo, à plus de 50 km de là où je suis en fait. Donc c'est vraiment un orage qui a balayé toute la région. Et dessous, il y avait des vents autour de 100-120 km/h qui ont fait pas mal de dégâts sur les cultures et sur les arbres. Voilà. Sans but, du coup, c'est pour vous montrer un petit peu quand on fait de la photo, du coup. Donc là, on était au niveau de l'Italie et j'ai dit, bon, je vais mettre un appareil photo derrière, avec un peu de chance, on aura une proposition avec nous. Donc là, c'est une photo que j'ai faite du coup il y a 3 semaines, pareil, avec mon collègue de chasse, Jérémy. Et en fait, on a assisté à un véritable déluge de foudre au niveau de Savone, pareil vers le golfe de Jaune. Et puis voilà, donc ça vous montre bien quand on fait la photo, du coup, on a les trépieds, on a la foudre qui est devant, et puis on essaie de faire mieux en termes de photo.
Donc voilà, ça vous montre un petit peu l'envers du décor, si je puis dire. Là, il faut savoir qu'on était complètement à découvert, mais les impacts de foudre tombaient assez loin, 2 km, on va dire, donc c'est quand même assez proche, on va voir nous assez loin. Quand l'orage se rapproche, on n'est pas dehors, on évite évidemment de se mettre en danger. Personnellement, j'ai une voiture avec un avion, donc je me mets très souvent sous le haillon, fenêtre fermée, histoire de ne pas avoir de courant d'air pour pouvoir permettre à un courant au niveau de l'impact de passer. Et puis voilà, donc, on essaie de se mettre en sécurité, mais malheureusement, comme beaucoup de disciplines, le risque zéro n'existe pas encore une fois. Voilà. Alors là, du coup, c'est une vidéo, enfin, on va faire lecture, je pense. Donc, du coup, c'est la cellule au niveau de l'Italie. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que vous avez pu voir peut-être certains par votre fenêtre il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, au niveau de l'orage qui avait au loin sur le côté du Limois. Donc voilà, donc ça c'était un orage en fait, qui se régénérait sur le golfe de Gênes en fin continu. Il a duré plus de 4 heures, il a généré 4 trompes marines, on a pu en assister à 2. C'est vrai que j'ai pas pris de photo, mais mes collègues ont fait une photo de la trompe marine à moins de, je crois que c'était à même pas 500-600 mètres de la trompe marine. Donc des photos exceptionnelles, qui sont très très rares et très recherchées pour vous du coup. Donc voilà, donc là vous avez vraiment une vision de l'ensemble de l'orage, du coup on a voulu s'éloigner afin d'avoir vraiment une vision d'ensemble de cet orage, qui était effondré. C'était un éternel, tout à fait, voilà. Donc ça, là il y a à peu près 20 minutes d'orage sur cette vidéo-là. Donc voilà, vous voyez bien du coup, le bouillonnement convectif de l'orage. Et je ne sais pas si vous avez vu tout en bas les petites trompes marines juste en bas. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des endroits en France plus droits que d'autres? Alors, nous, je crois qu'un dernier de nouveau c'était le Gard. Ça dépend des années. Les années, c'est l'Ardèche. Ouais. L'année dernière, je crois que c'était l'Ardèche. Cette année, c'est le Gard. Après, ça varie. On n'aura pas trop donné d'explications là-dessus. Le Jura aussi, oui. On connaît un chasseur d'orage sur le Jura, oui, il fait énormément de photos cette année. Ouais. Après, peut-être que Loïc saurait plus nous donner des explications par rapport à ça. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est le gars. Oui, cette année, c'est le Gard. Mais pourquoi, en fait, pourquoi il y a des départements qui sont plus broyés que d'autres? En fait, ça dépend en règle générale, ça dépend des effets du relief aussi. C'est-à-dire que les départements. Oui, les départements de France, en fait, là, le département de France le plus foudroyé, c'est le Gard. Après, David a vraiment raison, c'est que ça dépend d'une année sur l'autre. Parfois, ça peut être des départements proches de la Méditerranée, parfois, ça peut être des départements, notamment autour du Jura. Ça varie énormément, en fait, d'une année sur l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ici, sur le littoral méditerranéen, la foudre, elle est particulièrement présente, surtout sur les orages qu'on a l'été. Et là, on va dire un peu l'intersaison entre une fin d'été et un début d'automne, où justement la Méditerranée qui joue vachement dedans. Quelqu'un d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Comment vous faites pour savoir combien de kilomètres est l'orage? Parce que je vous entends dire 10 km, 20 km, 15 km. En fait, on se sert des applications météo, pour suivre en temps réel l'avancée de l'orage. On sait où sont les précipitations, on sait où tombent les impacts de foudre. C'est en temps réel. C'est grâce à ça. Non, à l'oreille, ce serait un peu risqué pour nous, je pense. Surtout que des fois, quand il y a du vent, un impact peut paraître assez loin alors qu'il est tombé très proche, comme sur Nîmes. Il y a quelques jours sur Nîmes, quand il y a eu l'orage qui a stagné pendant la nuit, j'étais dessous, j'étais à quelques kilomètres et j'avais l'impression que le bruit mettait très longtemps à arriver entre le moment où les impacts tombaient et le bruit arrivait à moi, alors que l'orage était à moins d'1 kilomètre. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Oui. Quelle est la différence entre les orages d'été et les orages d'hiver? Vous parlez beaucoup d'orages d'été. Pardon, le micro, ça sera mieux. Est-ce qu'il y a des différences entre les orages d'été et les orages d'hiver? Parce qu'on parlait beaucoup d'orages d'été.
Alors il y a des orages, ce qu'on appelle orographiques, qui naissent sur les montagnes, sur les reliefs, et qui restent en général cantonnés sur ces reliefs, et qui sont plus, on va dire, entre avril et juillet, août, septembre, on va dire, ça fait mi-septembre. Et après, on a ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens, épisodes cévenols, qui eux prennent naissance dans les terres et en fait remontent jusqu'au relief. T'as toutes les maisons là. Ça c'est chaud. Une question. Quand j'étais petite, mon grand-père disait quand il y a de l'orage, quand tu vois l'éclair, tu comptes 1, 2, 3 et ça vous donne la distance à laquelle la foudre est tombée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon grand-père avait en fait, c'est la vitesse du son qui est de 340 mètres secondes, je crois. Ça, ouais. On peut calculer comme ça, mais en fait, ça va. Selon comme le vent est orienté, ça va influencer sur cette vitesse, sur votre perception à l'oreille. Donc, oui, on peut s'en servir, mais c'est pas très précis. Mais oui, c'est plus une légende. Ouais. Mais ça peut marcher. On est déjà fait. La ferme. Ça, c'est le vétérinaire. Vas-y, la pense bien. C'était pour savoir si la taille des grêlons était plus importante vers les Cévennes qu'en Bord-de-Mer. J'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que la taille des grêlons est plus importante plus on s'avance vers les Cévennes par rapport à Bord-de-Mer? Pas forcément, non. Parce que, comme on a pu le voir cette année, dans le sud-ouest, ils ont eu des grêlons très très gros en bord de mer. Et c'était où que Maxence était dans la Beauce, donc en pleine terre, en plein milieu de la France. Il a eu des grêlons de plus de 10 cm. Je ne sais pas pourquoi. Loïc, peut-être une explication sur ça aussi? Non. En fait, dans la taille de la grêle, mais je crois que d'ailleurs, c'est le monsieur de ce matin qui est là-bas, il en parle peut-être mieux que moi, mais parce qu'il a travaillé pour l'Observatoire français des torrents et des orages violents, il est fondateur du site de l'Observatoire Kyronos. Mais en fait, la taille de la grêle, ça dépend on va dire, de pas mal de paramètres, notamment des cisaillements qui sont présents à l'extérieur de l'orage et du temps où l'orage en fait aussi parfois stationne. Mais il n'y a pas forcément de corrélation entre l'effet du relief ou pas, parce qu'on a déjà vu des orages véréligènes. Par exemple, moi j'étais sous un orage il y a quelques jours, quelques semaines à Aigues-Mortes, en plein milieu de la nuit en plus, hein, parce qu'on a parfois tendance à croire aussi que la grêle, que les gros grêlons se produisent plutôt la journée, pas forcément la nuit. Là on est en plein milieu de la nuit, à Aigues-Mortes, des grêlons ils atteignaient jusqu'à 6 cm de diamètre. Vous voyez, donc on n'a pas forcément plus de grosseur du grêlon à mesure qu'on est à proximité du relief. Il n'y a pas forcément d'endroit propice au développement des gros grêlons. Alors, il y a des endroits propices, surtout le nord de la France, parce que c'est d'ailleurs le nord de la France qui détient le record. Je crois que c'est 11 cm dans le département du Nord, je crois, pas très loin de Lille. Donc, c'est un orage, comme ils nous ont montré tout à l'heure, de nature supercellulaire. C'est-à-dire que c'est un orage en fait, qui était rentré en rotation sur lui-même, et en fait les gouttes d'eau tournent, et ça finit par faire en fait une énorme glaçon. Et ce type d'orage d'ailleurs, ils sont pas si rares que ça en France, ils ont toujours existé, hein, donc on ne peut pas forcément se dire avec les effets du dérèglement climatique qu'on aura de plus en plus de phénomènes comme ça. Ça a toujours existé, mais il faut savoir que la grêle, un grêlon quand ça tombe, vous le voyez, il fait 6-7 cm de diamètre, vous revenez 30 secondes après, il fait déjà plus de 3 cm. La grêle, en fait, elle fond parfois très très vite. Donc maintenant, on arrive à avoir de plus en plus de référencements au niveau de la grêle en France, notamment parce qu'on a quasiment toutes et tous ça. Donc on est toujours impressionné, c'est-à-dire que dès qu'on voit un orage arriver, dès qu'on voit un truc, on est là, on tape, on filme, on le met sur les réseaux sociaux et oh mon Dieu, les grêlons sont gros. Mais je suis sûr que dans le passé, il y a même 30 ou 40 ans, il y avait déjà des grêlons de cette taille-là. Merci Loïc. Là où c'est un peu plus frais. Oui. Les agriculteurs, les viticulteurs
une période, quand il était en prévision des grands circuits, ils envoyaient, je ne sais pas si c'est pas l'autre, des fusils, je ne sais pas. Les canons à grêle. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est... Ah bah oui, c'est sûr que c'est vrai, hein, ils envoient des canons. Ils le font toujours. Ils le font toujours, ah oui, ils le font toujours. Et ils le font assez régulièrement d'ailleurs. Moi je sais qu'il y a pas mal d'exploitants dans les environs de Saint-Gilles et de Bellegarde qui ont ce type de système. Donc, en fait, ils sont connectés, il y a des stations météo, c'est connecté avec des services météo aussi. Et en gros, on leur dit l'orage arrive, il y a de la grêle dessous et ils envoient en fait, alors je ne sais pas quel composé chimique il y a à l'intérieur. Voilà, du iodure d'argent. Et bien, alors apparemment, oui, ça a une certaine efficacité, sauf que le problème, c'est que très souvent, c'est envoyé alors qu'il n'y a pas de grêle sous l'orage. C'est-à-dire qu'en fait, en général, c'est envoyé sur n'importe quel type d'orage, sans même savoir s'il y a de la grêle dessous. Donc après, l'agriculteur va vous dire, oui, c'est efficace parce que du coup, il n'a pas grêlé, mais en fait, peut-être qu'en réalité, il n'y avait simplement pas de grêle sous l'orage. Ça a été prouvé aussi. Est-ce que les orages sont déjà arrivés à l'Est? J'ai pas entendu, désolé. Est-ce que les orages sont déjà arrivés à l'Est? Je sais toujours pas. Est-ce que les orages sont déjà arrivés à l'Est? Ah oui, bien sûr, oui. Il y a beaucoup d'orages. C'est une des régions les plus orageuses de France, si je dis pas de bêtises, Loïc. À l'Est, c'est particulièrement propice à peut-être avoir des événements orageux, dus souvent du coup au Cévennes, et à la mer Méditerranée qui est très proche. Voilà, donc ça fait partie d'une des régions les plus orageuses de France et qui le restera toute sa vie d'ailleurs, je pense. Et ça ne pourra que s'empirer entre guillemets suite au réchauffement climatique et du coup au réchauffement de la mer Méditerranée. Bien qu'il n'y ait pas d'études encore fondées à ce niveau-là, mais on le voit, moi personnellement je le vois en regardant les anciens relevés des années 50 et compagnie, la récurrence des orages, la violence des orages est de pire en pire. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus d'inondations, attention, je parle bien de récurrence d'orages. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'il y a des sujets qui vont vous venir. En tout cas, il y a un truc sur lequel je voulais vous parler aussi. Gwen et Dani, vous avez abordé le sujet, c'est par rapport aux tornades. On a beaucoup parlé des tornades et on entend aussi souvent parler dans les médias des mini-tornades. Je suis sûr que vous avez tous ici souvent entendu dire parler tiens, il y a une mini-tornade qui a frappé telle ou telle zone. Alors, nous ici, notre rôle aussi, c'est de vous dire que les mini-tornades n'existent pas. Moi, souvent, quand je vois des journalistes parler de mini-tornades, du coup, je leur demande s'ils sont des mini-journalistes. Vous voyez, c'est... non, mais parce que finalement, il y a plein de choses qui sont mini. Hein. Mais donc, non, les tornades, en fait, c'est réellement un phénomène météorologique bien précis qui se forme la trois quarts du temps sous des types d'orages supercellulaires dont vous avez vu de magnifiques clichés. Donc, la mini-tornade, en fait, elle n'existe pas. Les phénomènes météorologiques qui créent des dégâts liés au vent, c'est en règle générale les rafales de vent descendantes sous l'orage, hein, donc les fameux Arcus, comme il s'est passé en Corse. Vous avez vu cette espèce de gros rouleau compresseur, on a vu dans l'image, le gros rouleau compresseur qui avance, en fait on a l'air froid qui est présent en altitude, qui vient s'abattre jusqu'au sol. Et c'est souvent dans ce type de situation qu'on voit dans les médias, une mini-tornade a frappé telle commune, elle a fait des dégâts. Donc soit on est sous des types de rafales de vent descendantes sous l'orage, soit on est effectivement dans un phénomène tourbillonnaire, mais là dans ces cas-là on parle évidemment de tornades, et surtout pas de mini-tornades qui n'existent pas. Je pense que je m'en ai pas dit mieux. Pour les mini-journalistes? Oui, tout à fait. Voilà, oui, effectivement. À l'Est, justement, il y a eu pas une tornade, on va dire, mais il y a eu un phénomène. Ça explique de comment. Alors, c'était quand ça s'est déraciné des arbres en profondeur, des arbres comme ça. Oui, c'était en juin 2021, ça. C'est ça. Et bien là, ça devait être une micro ou une macro-rafale, en fait, sous orage, une rafale descendante. On entendait plus, nous on n'était pas loin, on entendait pas beaucoup d'aspirateurs, il y a plein de trucs, et puis il y a rien qui s'est passé. En fait, si vous voulez, c'est le bruit de la dépression que vous avez dans votre maison à l'arrivée de l'orage. En fait, la côté dépression qui va faire un bruit de face, cette espèce de bruit d'aspiration que vous pouvez entendre. Voilà. C'est normal. En fait, c'est l'orage qui aspire en fait son propre vent, son propre air en fait, et à ce moment-là, ça fait une dépression. Et quand l'orage du coup approche, vous avez la rafale descendante humide du coup, donc c'est une rafale de vent de 100 km/h très souvent.
gorgée d'eau ou de grêle en fait, qui arrive et ça fait une espèce de mur d'eau en fait. Et c'est à ce niveau-là que souvent dans votre voiture vous voyez plus rien. Vous arrêtez sur la route parce que vous voyez plus rien. C'est le plus dévastateur en fait. C'est ce qui a causé du coup les arbres. Quand vous prenez la route direction un Grand, je ne sais pas si vous avez remarqué, 3/4 des arbres sont rasés. En fait, c'est cette rafale qui s'est engouffrée dans la vallée avec des rafales de 140 km par là, que tout le monde a qualifié de tornade, alors qu'il n'y avait aucun phénomène tourbillonnaire, mais uniquement une rafale de vent descendante qui a rasé 3/4 des arbres en fait. Et c'est ce qui a rasé du coup, pareil, le toit du Pré Saint-Jean sur un des immeubles, je crois, dans la même année. Voilà, donc c'est. Souvent, les gens parlent de mini-tornade parce que dès qu'il y a un dégât lié au vent et une cassure d'un arbre ou tout ça, c'est une tornade qui fait ça. Mais il existe tout un tas de phénomènes liés, entre guillemets, à la casse sur de l'arbre des habitations qui ne sont pas des tornades. Parce que si à chaque fois qu'il y avait des dégâts venteux, c'était une tornade, je vous garantis qu'on serait une des régions avec le plus de tornades au monde, je pense. Voilà. Nous, on est propice souvent à avoir des rafales de centre humides et c'est comme ça. Malheureusement, c'est très dévastateur sur les lignes et tout ce qui va avec. Ça, par contre, on ne peut rien y faire. Et il faut savoir que très souvent, ces rafales de vent sous orage, comme les Arcus par exemple, comme les Corse, ça se produit de façon extrêmement localisée. Et d'ailleurs, on en parlait ce matin par rapport aux vigilances météorologiques, par rapport aux estimations, mais ça va pour la même chose quand on a des vigilances orange ou rouge pour orage violent. Quand on a une vigilance orange, orage violent, ça veut dire attention, il y a un phénomène, il y a un risque de phénomène localisés pouvant être violents, notamment les rafales de vent sous orage et la grêle. On n'a pas que le paramètre, on va dire, des cumuls de pluie qui rentrent en compte dans la vigilance orage. Et il y a ce type de phénomène, rafales de vent sous orage, phénomène tornadique, mais ça se produit vraiment de façon extrêmement localisée, comme la grêle d'ailleurs, parce que la grêle, je vous parlais tout à l'heure d'Aigues Mortes, j'y étais moi sous cet orage, c'était le 1er mois d'août. Et il y a une partie de la ville d'Aigues Mortes qui a été concernée par des grêlons de 5-6 cm de diamètre. Il y a une partie de la ville où il n'est pas tombé un seul grêlon. Comme à Lunel, parfois, et d'ailleurs dans la grêle, c'est souvent ce type de constat qu'on observe. On a parfois des vignobles de culture de 3-4 hectares qui ne sont grêlés qu'en partie. Donc c'est vraiment à l'échelle, encore plus de l'infralocal, hein, c'est parfois à l'échelle vraiment du kilomètre carré près, ce type de phénomène. C'est pour ça d'ailleurs souvent qu'on appelle ça un rideau de grêle en fait, parce que c'est uniquement une partie de l'orage. Vous voyez souvent au loin, vous voyez une espèce de rideau plus épais que l'autre, ou du moins plus blanc que l'autre. Vous voyez ça en principe 3/4 du temps, c'est soit qu'il y a vraiment beaucoup plus d'eau dedans, mais très souvent c'est des petits grêlons ou des gros grêlons. Pareil, quand vous voyez un orage avec une structure qui arrive de manière verdâtre, très souvent quand c'est vert, c'est de la grêle. Très très bleu, c'est une énorme quantité d'eau, mais très souvent c'est la grêle, cet effet verdâtre en fait que vous voyez. Donc quand vous voyez ça arriver, vous vous doutez bien que dedans, en principe, il va y avoir de la grêle, en grosse ou petite quantité, mais il y aura de la grêle. Voilà, je pense que sur la grêle, on ne peut pas entre guillemets prévoir la grêle. Nous on les voit sur les radars en fait, les modélisations, c'est-à-dire qu'en fait sur les radars que nous observons, on a entre guillemets la durance en millimètres par heure en fait de ce qui tombe de l'orage, c'est calculé. Nous en fait sur les radars, quand on a un pixel blanc, ça veut dire qu'en fait c'est plus de 650 mm par heure, si je ne dis pas de bêtises. Ça veut dire que du coup soit il y a une énorme quantité d'eau, soit en fait que les grêlons sont tellement gros qu'en fait sur le radar ça nous dit que c'est une grosse tâche quoi. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. On sait qu'il peut y avoir un risque de grêle si il y a une grosse différence de température, des supersoniques qui risquent de se former en compagnie, mais sur un orage classique on ne peut pas dire qu'il va grêler à tel endroit, c'est pas possible. Déjà, Loïc, qui fait la prévision de moment, n'arrive pas à prévoir quand il va y avoir un orage dans une commune. C'est logique, en fait, on ne peut pas prévoir un orage sur une commune, ou sur un rayon de commune, entre guillemets. Donc prévoir de la grêle dans telle commune ou dans tel champ, c'est littéralement impossible, quoi. Et on ne le saura jamais. Parfois on me demande, on me dit oui, mais c'était prévu. Non, c'était pas si prévu que ça, en fait. Voilà. Ça reste le domaine de la magie de prévoir où va se passer un orage destructeur de la grêle. J'aurais même dit mieux, c'est de la voyance. On a de la magie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, il y a une question voyance, je crois. Ah, c'est 35 € la source. Ah, c'est bon, excusez-moi. Je voulais parler de la alors, est-ce que c'est très gros? Vous qui êtes très souvent sur le terrain en développement, j'imagine que vous n'avez pas plus croisé de par rapport alors, que ça. Personnellement, je crois que le plus gros parapluie que j'ai. Oui, c'est.
on va énormément sur des polos avec des antennes et du coup, qui sont équipés sur l'antenne de parafoudre. Et je vous garantis que j'ai déjà vu un parafoudre ici et pas tomber le biologique. Donc, oui, ça peut sauver entre guillemets l'installation. Voilà, ouais, en fait, souvent le parafoudre, c'est pas lui qui va guider entre guillemets la foudre à tomber dessus. Mais par contre, s'il y a un impact de foudre qui vient tomber sur une maison, il va tomber sur le point théoriquement le plus haut. Donc, en fait, c'est ce qui va protéger l'habitation. Ça va tomber sur le parafoudre et non sur le toit de la maison. Pareil sur une antenne, ça va tomber sur le parafoudre et non sur la structure métallique de l'antenne. Mais bon, j'ai fait une photo, parce que moi je ne l'ai plus. Il y avait 3 impacts de foudre. En fait, vous avez 3 pylônes électriques. Et en fait, ça tombe même pas au sommet du pylône électrique, ça tombe en bas sur le pylône électrique. Donc, il faut vous dire qu'en fait, la foudre, ça va être très bien rempli. Il y a eu quand même des études qui ont été faites au niveau du parafoudre. Ça fonctionne évidemment. Mais ce n'est pas non plus à chaque coup que vous allez avoir un impact qui est tombé sur le parafoudre. Sinon, vous vous doutez que 3 quarts du temps, sur le titre, sur les parafoudres, vous pourrez. Et alors d'ailleurs, on peut aussi souvent dire qu'il est reçu, la foudre elle ne tombe jamais 2 fois au même endroit en un court laps de temps. Je peux vous dire que c'est faux parce qu'on a fait une vidéo faite mercredi soir à Bézénombre, où du coup la foudre frappe 2 fois sur le même arbre à 3 secondes d'intervalle. Cette vidéo on l'a publiée sur le coaching et c'est impressionnant, c'est-à-dire que là vous voyez 2 fois en 30 ans. Donc voilà, du coup les idées reçues de ça frappe jamais 2 fois au même endroit. Bah si ça arrive, mais c'est vrai que c'est rare. Pour le coup, en général, c'est plutôt assez rare de voir 2 fois la foudre tomber au même endroit. En fait, c'est souvent des impacts multipulsions. Vous allez avoir l'impact de foudre qui est tombé une fois, en fait, et il va se réallumer parce qu'il y a l'énergie en fait disponible. Et tant qu'il y aura cette énergie-là, en fait, il va se réallumer. Donc du coup, il peut avoir un impact qui va se mettre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je crois que le plus gros qu'on a vu, c'est 8 fois. Je crois que c'était 8 fois. 8 fois. En fait, j'ai 8 photos avec un impact de foudre. Parce qu'il s'est rallumé 8 fois. Donc ça fait tac, 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 tac. C'est impressionnant comme ça. Après, c'est très rare. On va essayer de ne pas le foutre 1 fois, 2 fois au maximum. Mais 8 fois, ouais, j'avoue que là, quand on a vu les clichés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est sûr que s'il y a quelqu'un dessous, il n'y a pas de chance. Une fois, on a pas vite. Voilà, bon, là, c'est rare. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions par rapport au matériel comme ça, n'hésitez pas à les demander. Des questions de placement, financièrement, comment on gère, etc. Joli, peut-être que j'ai quelque chose à dire. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que c'était très très intéressant. C'est toujours. Alors moi, j'ai été aussi chasseur d'orage dans une autre ville, mais ça c'était avant parce que je suis parti aux États-Unis aussi en 2014 chasser les tornades. Et bon, après, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'on a maintenant mon cœur de métier, c'est la météorologie, c'est la prévention, c'est la communication. Mais c'est toujours aussi fascinant de voir ce type de phénomène immortalisé parce que heureusement qu'il y a des chasseurs d'orage comme beaucoup d'amis professionnels aujourd'hui qui font ce travail parce que ça permet vraiment de se rendre compte de la grandeur des phénomènes et d'arriver à travers des photos aussi à expliquer ce qu'est un orage supercellulaire, ce qu'est la foudre. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est un bon boulot même si c'est risqué. Tout est risqué, bien sûr. Non, après, voilà, c'est le plus gros risque en soi, c'est pas forcément d'être foudroyé pour ça qu'on appelle, c'est vraiment la précipitation ou la grêle en fait. Parce que quand vous êtes sous l'orage, il tombe plus de 150 mm par heure. En fait, il faut rien, on peut littéralement, surtout de nuit. Donc, nous, c'est pour ça qu'on essaie d'esquiver au maximum en fait, les précipitations et se passer à l'avant de l'orage, à l'arrière en fait, pour avoir le bouillonnement. Vous savez, le bouillonnement que vous avez vu sur l'orage de Nîmes il y a quelques jours. Voilà. Mais éviter de traverser l'orage non plus. On est très souvent obligé. Voilà, c'est le plus dangereux. Avec tous ces clichés, est-ce que vous avez idée de faire un livre ou est-ce que vous avez déjà fait un livre? Alors, je vais exposer, je sais pas si tu auras des photos d'orage. Non, pas de mon collègue non, mais moi j'ai une exposition de photos prévue à Gruissant, du coup à côté de Narbonne. C'est le 1 et 2 octobre 2022, bientôt, avec pas mal de clichés que vous avez pu voir ici. Après, je fais en fait de la vente de photos. Je me suis dit, par exemple, il y a des personnes qui sont intéressées pour acheter des photos en fait, et que c'est très rare parce que voilà, la photo de foudre se vend par la centrale d'un article que vous avez pu voir quand on a fait des clichés. En fait, la centrale m'a directement contacté, m'a dit on peut vous acheter des clichés parce que pas de clichés non plus. Donc, c'est vrai que j'arrive à vendre des clichés, mais on n'en vit pas. On ne peut pas en vivre, c'est très compliqué. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Xavier Delorme, qui est un chasseur d'orage réputé et connu en France, qui vivait de ça parce que lui faisait ses prévisions pour les agriculteurs et compagnie au passage. Et voilà, vendait des clichés de foudre à la peine, entre guillemets, il avait des objectifs photos à faire et il les vendait à peu. Après, on a des objectifs photos qui nous permettront certainement de vendre des clichés plus tard, comme le pont du Gard, par exemple. On va faire le pont du Gard foudroyé. Mais c'est compliqué. Enfin, c'est surtout très dangereux parce qu'on ne peut pas y accéder en voiture en fait, parce que j'ai des laquais.
bon, vu qu'on a quand même des familles et qu'on a envie de rester grillés sur place, on évite. Mais voilà, c'est. On avait envie, mais c'est compliqué. La photo d'orage, déjà, il y a des orages. Vous avez parlé de la grêle et des gens qui lancent des fusées pour éventuellement écarter la grêle. Et je sais qu'à l'entrée, vous avez un stand qui est tenu par Guillaume Martin, qui est professeur de l'école des mines, et qui a étudié le truc et qui pourra vous expliquer. Et ce que j'ai retenu plus ou moins, c'est que ça sert à rien d'envoyer des fusées dans les nuages. Mais je vous laisserai lui poser la question, il vous l'expliquera sûrement plus bien pour vous. Bon, je vous ai pas le dire, mais voilà, peut-être nous personnellement, j'ai déjà vu en fait des canons à grêle fonctionner, l'orage qui arrive, la ville détruite. Donc bon, ça prouve bien qu'en fait, ça peut-être que ça fonctionne, entre guillemets, ça détruit peut-être une infime partie du grillon, mais je vous garantis que si le grillon il fait 10 cm en haut, c'est pas le canon à grêle qui va tomber à 2 cm, c'est littéralement ça. Là, le grillon est tellement lourd, est tellement violent, est tellement compact, en fait c'est pas une détonation qui va détruire le grillon, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, je ne sais pas, d'avoir un grillon de 10 cm entre les mains, c'est énorme, c'est compact, c'est impossible de détruire ça avec un seul coup de canon. Donc moi je sais qu'il y a plusieurs types de systèmes entre guillemets de canons anti-grêle. Ceux dans la vallée du Rhône, si je dis pas de bêtises, c'est à base de propane, en fait c'est une espèce de grande cône que vous avez comme ça, qui va jeter en fait un grand coup de canon, qui va donner comme un coup de fusil en fait pour disperser entre guillemets le grillon. Je ne sais pas si ça fonctionne, personnellement je ne pense pas. Après voilà. Après peut-être. J'ai pas plus à dire à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs ici qui ont ce système d'ailleurs. S'il y en a, je veux bien avoir des retours, mais je ne sais pas du tout. Oui, oui. Je sais que personnellement, quand vendredi dernier, sur la région de Montpellier, j'étais sur l'autoroute. Et puis d'un seul coup, j'arrive dans un nuage. Alors que je n'avais pas de goutte d'eau. D'un seul coup, dans un seul nuage, c'est tombé à saut. Quand je dis à saut, j'avais les 3 vitesses mon véhicule d'essuie-glace. J'ai baissé la vitesse peut-être à 60 km/h sur l'autoroute. Les gens sont un peu peur. Et puis je voyais donc que des éclairs, des gros éclairs sans tonnerre. Et franchement, c'était vraiment impressionnant. Même des voitures qui se sont garées sur les rames de chance. Et c'est la première fois que je voyais, je veux dire, ces éclairs. Alors tu sais que tu n'avais pas de filament qui descend au sol, tu n'avais pas un tonnerre. C'était éclairé comme un plein jour. Et c'est la première fois que je voyais ce type de situation. C'était il y a quelques jours, il y a une nouvelle semaine, je crois. Ouais, c'est ça. On était sur la situation. On était sur la situation, on était au niveau de Aigues Mortes, du coup, pardon. Et on voyait justement cet orage se déplacer. Du coup, l'orage que vous avez eu, c'est un orage de nature supercellulaire. D'où justement les lames d'eau importantes et le fait que vous voulez plus sur cette côte. Voilà, donc c'était un orage très violent qu'il y a eu effectivement, et qui a fait pas mal de dégâts quand même par endroit. D'ailleurs, Montpellier a été inondé partiellement par endroit. Je vois que le Cresse, le Lège, je crois, a débordé par endroit. Voilà, en 2 heures, c'était quand même costaud. Donc oui, c'était un orage très violent en fait. Et voilà, c'est un orage qui n'est pas prévisible. Il était prévisible qu'il allait passer, mais on ne savait pas qu'il allait stationner pendant 2 heures et 2 heures. Voilà. Donc c'est ce type d'orage-là, justement, nous, quand on fait des photos, on essaie de toujours avoir ce type d'orage-là, parce que pour en sortir, c'est très compliqué. Quoi. Voilà, surtout que le déplacement d'orage est très rapide. Moi, je continue à parler. Alors, il y avait pas mal de choses qui se sont énervées. Je pense que si on reste arrêté, ça dépend du coup, parce que là c'était un orage rétrograde, donc effectivement c'est un orage qui fait que se former à l'arrière. Vous avez l'orage qui était comme ça, en fait à l'arrière, la mer permettait en fait de réalimenter l'orage en continu. Donc effectivement, ça a duré ces 3 heures sur le. Après, voilà, des fois l'orage a un déplacement assez rapide, dans l'espace d'une heure, l'orage est passé, mais sur cet orage-là, oui, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'inondations. D'ailleurs, les épisodes Sevenol sont des orages rétrogrades. C'est des orages en fait qui déversent des lames d'eau en continu, qui ne s'arrêtent jamais. En fait, c'est alimenté par la mer qui est très chaude sur un air très frais, arrivé au sommet des montagnes. Et pour ça, du coup, c'est plus dangereux. Vous avez des lames d'eau, comme dans la vallée du Rhône, qui est tombé 800 mm, je crois, il y a 2 ans, parce que c'est un orage rétrograde qui fait que envoyer de la flamme. Voilà. Une question. Oui, est-ce que vous avez des questions? Le malheur, c'est que la première fois, en 2002, c'est
passer la nuit. C'était la première fois, ni moi. J'ai vu des familles. Moi j'étais au Escalier. Quel site météo utilisez les attaques météo-ciel? Alors on utilise beaucoup Météo-ciel effectivement pour les prévisions météo. Donc on a des modèles météo, c'est ce que Météo France utilise pour faire ses propres prévisions. Donc on utilise plusieurs types de modèles météo. Nous du coup ils sont en libre service, donc ça nous permet d'observer réellement et de comprendre les cartes. On va avoir des cartes de précipitation, des cartes de bouquet, donc là il y a de l'énergie en fait disponible, ce qui va permettre en fait de faire le moins d'orage important. Mais donc, plus c'est libre, il faut que sur un orage violent, les cartes des vents, etc. La carte du jet stream, voilà, le sommet de l'orage, tout un tas de cartes. Ça demande pas mal d'expérience. Ça fait quelques années que je commence à lire les cartes, c'est quand même assez compliqué, c'est un outil prévisionniste. Après, on a un outil qui s'appelle Chironos, c'est un observatoire français du coup des orages, qui émet un bulletin météo pour dire voilà, à tel endroit il y a possibilité qu'il y ait des tornades et de la irrégularité de compagnie. Donc, c'est cet outil-là. Et après, très souvent, pour météo Chironos, on a un outil qui s'appelle Estofex. Alors lui, c'est plus au niveau du domaine européen. Qui va donner une carte en fait qui va vous dire sur une partie de l'Europe, ici on va vous mettre un niveau 1 à cause de la foudre, niveau 2 à cause de potentiellement des tornades. Par exemple, l'épisode méditerranéen qu'on a eu il y a quelques semaines était sur un niveau 2 ici, à cause de la grêle, des rafales de vent destructrices potentielles et potentiellement des tornades. Donc c'est lié. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de prévisions. Et l'info climat aussi, qu'on regarde très souvent sur certains capteurs. Donc c'est des sites en open source que vous pouvez trouver sur internet directement en tapant les capteurs. Donc c'est là qu'on pose une prévision, et puis après, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est la lecture du ciel. Si là, vous allez avoir toutes les prévisions que vous pouvez, la prévision, il faut littéralement, on appelle ça un flop, c'est-à-dire que vous allez avoir l'orage qui est prévu à tel endroit par la prévision, mais le vent, modérément, va changer de direction de ce soir en fait, et c'est l'œil qui va vous dire en fait non, je suis mal placé, il faut que je me déplace à tel endroit. Voilà, donc les modélisations c'est bien, faire ses prévisions c'est bien, mais savoir lire le ciel, quel type de nuage est précurseur d'un orage, pourquoi le vent est à tel endroit et compagnie, c'est ce qui nous permet en fait de nous placer face à l'orage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est vrai qu'il est passionnant, il a plein de choses à nous dire, mais peut-être qu'il y a des trucs qui nous échappent et... J'essaie de répondre au mieux en tout cas, c'est pas facile. Non, mais parfait. Je suis pas pédagogue, désolé. On vient de demander quelque chose. Bon, bien certaines métiers, tu dois en attendre, c'est carré. C'est sûr. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Oui. C'est une punition, entre guillemets. C'est l'expression. De l'air. Ah, le bouillonnement continu, ça c'est quelque chose en fait, qu'on voit très rarement parce que très souvent en fait, ce type d'orage-là, on appelle de la crasse, entre guillemets, c'est l'humidité en basse couche en fait, qui vient et qui vous masque tout. Ça fait en fait, vous ne voyez pas l'orage dans son entièreté, vous voyez vraiment des flashs continus et par oui. Des sacs à arracher et des tuiles se sont envolées parce que qui arrivait, d'un seul coup il y avait du vent et la pluie, les orages. Ouais, ça c'est la fameuse rafale de cendres que je vous parlais, gorgée d'humidité et qui est très dangereuse. Et surtout en fait, là où c'est le plus dangereux ce genre de rafale de cendres, c'est quand vous avez déjà eu un épisode méditerranéen où c'est vraiment, il y a beaucoup de en fait. Et si vous voulez, en fait, cette rafale de cendres avec des vents à 150 km à l'arrière, vous avez le sol qui est gorgé d'eau, en fait, les arbres du coup tiennent moins que sur un sol sec et plus dur. Et du coup, en fait, la rafale qui passe, en fait, elle emporte l'arbre et l'arbre n'a pas de mal à se déraciner. C'est là qu'on a le plus de dégâts. Voilà. On vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et c'est vraiment très très belle. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère que j'ai été assez clair sur ton explication. Je suis désolé de ne pas être très pédagogue, je fais au mieux. Non, c'était super. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, on vous répondra avec plaisir sur le matériel, sur la production, quoi que ce soit. Merci beaucoup en tout cas.